Le plateau de Sefar, ce musée rupestre à ciel ouvert, patrimoine artistique, culturel et naturel, inscrit par l'UNESCO en 1982 sur le patrimoine mondial, abrite les peintures rupestres datant d'environ 9000 à 10 000 ans avant notre ère, ce qui témoigne de la présence de populations de chasseurs et de pasteurs qui y vivaient à l'époque où le Sahara était verdoyant et fertile. Le parcours de cette fantastique randonnée pédestre nécessite 6 jours de marche à pied et de bivouac. Elle est jalonnée d'ascensions difficiles et de sentiers escarpés que seuls les randonneurs courageux et motivés peuvent y poser leurs semelles pour atteindre le site de Sefar après 3 jours de marche. Cette ascension mythique, qui culmine à 1618 mètres d'altitude, dévoile en fin de parcours le berceau de l'humanité, la mystérieuse Sefar, 8e merveille du monde, appelée aussi Cité des djinns. Elle présente un dénivelé de 700 mètres de nature rocheuse. Le paysage spécifique, contrasté, alterne entre plateaux, pics montagneux, vertigineux, de hautes falaises et de profonds canyons. Notre épopée, nous avons voulu la partager avec tous ceux qui auront la possibilité de s'immerger dans cette fantastique aventure. Une bonne condition physique et de bonnes chaussures sont absolument requises. Souhaitons bonne chance à tous. Nous atterrissons à l'aéroport de Djanet en provenance d'Alger après un vol de 2h30. Là, nous sommes accueillis par un responsable de l'agence touristique locale. Nous sommes conduits à Djanet où nous passons la matinée. Nous ne ratons pas le petit musée, histoire de s'imprégner de l'histoire du Tassili. On y trouve des informations sur la géologie, la flore, la faune, l'histoire, des outils préhistoriques, art rupestre, art de vivre, etc. Nous passons par le souk, dont les galeries regorgent de marchandises. Des artistes à l'œuvre vous proposent des souvenirs à emporter. Nous sommes transférés par la suite par véhicule 4x4 par piste vers le camp Anié, situé à 25 km de Djanet. L'agence touristique met à la disposition des randonneurs un staff composé d'un guide, d'un cuisinier et d'un ou deux convoyeurs d'ânes. Le paysage rocheux, atypique qui se présente à nos yeux, laisse présager déjà ce qui nous attend. Tous nos bagages nécessaires pour cette randonnée, le ravitaillement et l'eau, sont portés à dos d'âne. L'âne est l'animal taillé pour une randonnée en montagne abrupte. Nous entamons notre escalade. Nous escaladons la première montée, par un sentier sinueux, escarpé et revêtu de pierres instables dans le lit de l'oued. Les pierres sont aplaties sous l'effet des sabots des ânes et les semelles des marcheurs. Cela constitue un défi pour les randonneurs. Deux heures de marche entre rochers sont nécessaires pour déboucher enfin par un col sur une étendue plane. C'est le premier plateau. Plus nous avançons, plus nous sommes ébahis par le paysage autour de nous. Pour ce plateau, nous avons atteint l'altitude de 1500 mètres,
c'est le col de Tefilet. Nous venons d'escalader 9 km en 2h30. Après l'arrivée du convoi Agni, le camp où nous allons passer la nuit est dressé. C'est déjà le crépuscule. À la tombée de la nuit, le dîner est servi autour d'un feu de bois. Après, place à un feu toujours de bois pour la préparation du thé local qui est une tradition immuable perpétuée dans le temps. Nous sombrons par la suite dans un sommeil bien mérité, dans un calme environnant parfait et sous un ciel étoilé, éclairé par une pleine lune. Le réveil de ce deuxième jour est fait de bon matin. Nous profitons pour contempler le lever du soleil en ce paysage magique. Après le petit déjeuner, nous entamons notre montée en suivant ce sentier caillouteux dans le lit de l'Oued. Pour cette deuxième étape, nous allons franchir deux passages très difficiles. En voilà le premier, qui est très difficile à escalader. L'entraide entre les participants est requise. Et bien sûr, qui va doucement arrive sur nous. Les ânes ne pouvant pas passer par ce passage, donc ils doivent emprunter un autre passage, pas moins difficile que le nôtre, et rejoindre le sentier pédestre plus tard. Plus tard, nous sommes devant un défi majeur, c'est le deuxième passage très difficile. Il est très escarpé, très raide et étroit. On doit l'escalader même à quatre pattes. Donc il faut beaucoup d'endurance, beaucoup d'efforts et bien regarder où poser ses pieds. Nous rencontrons sur notre chemin deux profondes gueltas qui sont des retenues d'eau potable alimentées par les rares et violents orages qui ravivent le désert périodiquement pendant cet automne de 2024. Nous continuons notre ascension, toujours avec des difficultés, tout en contemplant ce merveilleux paysage. Et nous voilà arrivés au deuxième plateau. Nous avons atteint l'altitude de 1700 mètres à peu près. Des rochers noirs à perte de vue ornent le paysage. Pour atteindre le prochain campement, marchez encore durant 1h30 sur un terrain presque plat. Nous arrivons au lieu dit Tamarit, où nous allons passer cette nuit. Nous dressons donc nos tentes. Ce magnifique endroit est caractérisé par de hautes et larges colonnes rocheuses qui nous offrent ombre et refuge. Et autour de nous
se dessine un spectacle d'une beauté indescriptible qui nous fait oublier tout ce que nous avons enduré. Il y a même un palmier dattier unique en cet endroit. Dans l'après-midi, après une petite sieste, nous prenons le chemin du lieu dit Tin Zumaitek, à quelques kilomètres du camp, pour découvrir les premières belles peintures rupestres. Donc c'est au deuxième jour que nous découvrons les premières peintures rupestres. Sur le chemin du retour, c'est avec stupéfaction que nous nous attardons au bord du célèbre grand et vertigineux canyon creusé par les eaux au fil des millénaires. Nous faisons un détour pour plonger dans la vallée des cyprès. Le cyprès de Tassili, Tarout en langue tergi, est un arbre unique au monde. Il est considéré comme une espèce en danger de disparition. En 2021, il n'y avait que 233 spécimens, le plus grand ayant plus de 20 mètres de haut et 12 mètres de diamètre. La tombée de la nuit nous oblige à regagner le camp de Tamarit. Demain, une longue marche nous attend pour atteindre enfin Sefar. Nous quittons Tamarit le matin du troisième jour. C'est le jour où on doit parcourir la plus longue distance pour atteindre Sefar. Nous parcourons un terrain presque plat, tantôt rocailleux, tantôt sablonneux. Le sentier marqué présente parfois quelques obstacles minimes. Nous découvrons un paysage lunaire et découvrons ici et là quelques peintures rupestres éparpillées. Après 3 heures de marche, Sefar se dévoile. Nous faisons un détour qui va nous prendre 2h30 en passant par Tin Aboutika et Tin Tiferis. Nous déambulons entre grottes et hautes cheminées de fées pour découvrir un assez grand nombre de peintures rupestres qui ne sont pas les seules à nous attirer. Il y a aussi le paysage qui est incroyable. Notons en passant que la région a connu 3 grandes périodes d'après les peintures rupestres: la période des vaches ou des pasteurs, la période des chevaux et la période la plus récente, celle des chameaux, et apparition de l'écriture Tifinagh. Toutes ces périodes sont retracées par ces peintures rupestres laissées comme témoignage de la préhistoire. Une scène de chasse, une scène de la vie quotidienne avec des danses, et encore d'autres. Voilà, c'est comme si Sefar nous accueille par cet arc de triomphe. Nous arrivons au camp vers 14 heures. Plusieurs groupes d'aventuriers, surtout composés d'étrangers, sont là. Avant même de monter nos tentes, nous prenons notre déjeuner. Après une sieste bien méritée, nous sommes allés voir la Gelta, située tout près du campement au fond de l'Oued. Cette Gelta alimente tous les groupes en haut
en cas de nécessité. Cette guelta est cachée partiellement par de grands rochers effondrés. Au soir, un ciel parfaitement bleu nous permet d'assister au coucher du soleil. De cette hauteur, nous contemplons la vue panoramique de notre environnement. Un spectacle inoubliable. Nous regagnons notre camp et après le dîner, comme toujours, c'est le thé traditionnel autour d'un feu de bois. En ce matin du 4e jour, nous nous enfonçons au cœur de Sefar. Des formations rocheuses en forme d'imposantes murailles et des monolithes spectaculaires, véritables minarets s'élançant vers le ciel, sculptés par l'érosion, font partie des décors somptueux offerts aux visiteurs. Nous sillonnons ce labyrinthe qui évoque les ruines d'une ville antique, d'où le nom de Cité perdue. Nous avons l'impression d'être dans une cité composée de milliers de maisons fossilisées. La réalité est tout simplement des milliers de grottes et de formations rocheuses façonnées par l'érosion. Les habitants préhistoriques y l'ont établi comme gîte. Nous contemplons le paysage extraordinaire avec émotion et toutes ces peintures qui abondent partout, travaux d'artistes et qui représentent des scènes de la vie quotidienne de l'époque révolue. C'est des scènes de chasse, de guerre, de mariage, etc. de ces peuples préhistoriques. Nous sommes étonnés par la conservation de tous ces tableaux colorés en noir, blanc et rouge qui ont résisté aux éléments naturels à travers des millénaires. Malheureusement, nous avons constaté la détérioration de certaines peintures par les éléments de la nature ou par des actions de malfaiteurs. Nous sommes absorbés par tout ce qui nous entoure. Le temps s'écoule rapidement, 3 heures ont été insuffisantes pour tout explorer. Parmi toutes ces peintures, le plus célèbre et énigmatique représente une scène de divinité où des individus implorent leur grand Dieu. Nous continuons notre visite. D'autres peintures, d'autres formations rocheuses nous interpellent pour prendre des photos souvenirs. Tout est grandiose, paysage et peinture. Avant de regagner le camp, nous passons par la 4e guelta que nous avons rencontrée, creusée par les eaux au fond de l'Oued. Cette guelta est accessible. On voit bien ici une petite marmite de géant. En après-midi, nous quittons Sefar avec beaucoup de nostalgie et prenons le chemin du retour par un autre que celui de l'Ali. Nous découvrons encore et encore d'autres peintures. Après 2 heures de marche, nous campons aux environs de Tamarit pour passer la nuit. Le paysage sensationnel n'a rien à envier à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous allons passer la nuit en ce lieu magique pour reprendre notre chemin demain.
L'observation du ciel nous fascine. Éclairé par son infinité d'étoiles et sa pleine lune, ceci nous montre l'immensité de l'univers. Pour ce 5e jour, nous nous sommes réveillés très tôt, en très bonnes conditions physiques. Les jours précédents, nous ont rôdé pour la marche. Se trouver dans ce paysage féerique est une aubaine, surtout par un temps pareil idéal. La meilleure saison pour visiter Sefar est l'automne, c'est-à-dire au mois d'octobre, novembre et même en hiver, décembre et janvier, jusqu'à février et mars. À contempler ce paysage, je suis à court d'expressions pour décrire tout ce que je vois. Une fois le petit déjeuner pris, nous emballons nos bagages, nous les chargeons sur les dos d'âne et peu après, la troupe se met en marche. Nous allons quitter ce lieu avec regret. Le mixage des rayons solaires qui s'infiltrent à travers ces colonnes et l'ombre donne une vue fantastique. Voilà, la troupe se met en marche. Nous allons parcourir une bonne distance sur le plateau noir. Le paysage change continuellement de la forêt de monolithes de Sefar. On passe à l'étendue des rochers noirs du plateau et arriver enfin à une structure de montagne ordinaire complètement dénudée. Nous passons par une 4e guelta. Le seul passage du sentier un peu difficile se trouve à quelques kilomètres de notre point d'arrivée. Après une marche de 11 km en 2h30, nous arrivons au camp Egareben où nous allons passer cette nuit. Après s'être coupé du monde extérieur durant les 5 jours précédents, en oubliant tout, l'occasion pour se connecter au réseau de télécommunication est enfin possible. Mais pour cela, nous devons grimper au sommet de la montagne voisine pour capter le réseau. 6e jour, dernière étape. Après le petit déjeuner et le chargement des ânes, nous prenons la route pour quitter le plateau supérieur et entamer la descente vers Janet.
devons descendre par ce col raide, la partie du sentier la plus escarpée et la plus difficile. Nous zigzagons entre les rochers et marchons sur des éboulis instables en faisant preuve d'attention où nous posons nos pieds. Cette fois, nous devons suivre en partie le chemin emprunté par les ânes lors de la montée. La descente est aussi éprouvante que la montée, aussi bien pour les animaux que pour les marcheurs. Nous venons de descendre par ce col. À l'opposé, nous apercevons au loin l'autre col par où nous avons débouché au plateau supérieur lors de la montée. Nous atteignons le fond du ravin, le lit de l'Oued situé entre les flancs de la haute montagne. Le terrain est plat, ce qui nous réconforte temporairement. Parti du camp après nous, nous cédons le passage aux ânes qui nous dépassent. Sans ces bêtes, nous n'aurions jamais atteint ces phares. Ânes sauvages, domptés par des Touaregs spécialement pour ces randonnées. En pleine saison touristique, ils font la navette une fois par semaine. Robustes et formidables, ils connaissent ce sentier mieux que quiconque. Nous arrivons au bout d'une heure et demie de marche, au dernier obstacle difficile, déjà escaladé à la montée et que nous franchissons avec peine, pour aboutir au plateau inférieur sans nous arrêter. Nous allons descendre le dernier dénivelé pour nous trouver au même point de départ où les véhicules 4x4 nous attendent pour nous ramener à Djanet. Au crépuscule, nous franchissons le long pont de l'Oued de Djanet pour nous trouver sur une hauteur qui surplombe Djanet. Nous marchons sur une mer de sable d'où émergent d'étonnants rochers noirs. Contemplant la ville de Djanet qui s'illumine petit à petit, à savoir que Djanet est le chef-lieu de wilaya, le plus petit parmi les 50 wilayas d'Algérie. Pour terminer, nous souhaitons bonne chance à tous.